Bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Aujourd'hui dans le studio avec moi, à ma gauche, le responsable des programmes à l'école de la bourse, Gérard Ampo. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Gérard, et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Elby. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? Il y a une perspective d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On entend ensemble Godot avec les mauvais élèves. On va faire un focus sur les taux, le Nasdaq et Veolia. Et on va faire une analyse technique sur l'or, CAC 40, Rubis et Nasdaq 100 et Veolia. Et on commence tout de suite avec notre première rubrique qui s'appelle le bilan de la semaine. Alors Gérard, qu'est-ce qui se passe dans les États-Unis en fait? Mike, Rex, le président Trump a remplacé quelqu'un qui était plutôt partisan d'un dialogue multilatéral avec plutôt un faucon qui veut défendre America's First, bien sûr les intérêts de l'Amérique. Et donc on a changé le secrétaire d'État, ce qui est au-delà d'un signal, quelque chose qui montre que l'administration Trump est sérieuse lorsqu'elle veut tenter en tous les cas de faire baisser le niveau des importations, et donc elle a commencé à taxer, on le sait, à hauteur de 25% l'acier, de 8% l'aluminium, et on a dans la perspective, dans les jours qui viennent, des taxations de produits plutôt plus high-tech et plutôt destinés à contrer les importations chinoises. Donc la suite au prochain épisode, mais toutes ces décisions, toutes ces annonces qui rencontrent un écho, puisque par exemple l'Union européenne, qui d'habitude est assez frileuse, a répliqué que ce serait dent pour dent et pour œil, et qu'elle aussi, elle pourrait prendre des mesures, imposer des barrières douanières pour contrer certains produits un peu connus au niveau des produits américains. On pense au Harley Davidson, on pense au gin Lewis, et puis on pense aussi aux différents bourbons que nous pouvons consommer le soir pour nous reposer ou en tous les cas nous soutenir le moral. Donc on a une sorte de débat mal engagé, plutôt une guerre commerciale qui a l'air de devenir de plus en plus guerrière, de moins en moins commerciale, et puis on a de l'inquiétude, et cette inquiétude et cette guerre commerciale peuvent affaiblir la croissance mondiale. En tous les cas, ça fait en général que des perdants-perdants, ce genre d'affaires. Merci beaucoup Gérard, et donc dans ce contexte, Laurent a choisi aujourd'hui de regarder l'or. Oui Falco, on regarde l'or cette semaine parce que le climat est incertain. Donc au-delà des arguments que vient d'évoquer Gérard, il y a aussi cette réunion de la Fed qui arrive et dont on va parler dans une seconde. Et on a donc des opérateurs qui sont un petit peu en mode frileux et qui par conséquent ne prennent pas des positions fortes. Alors sur les indices, on va le voir tout à l'heure, ça se retrouve assez bien, on est en range. Et puis l'or, on n'en a pas parlé pendant un certain temps, et si effectivement ce climat d'aversion au risque revient sur le marché, eh bien l'or est sur un niveau de support qui est intéressant. Le thème de cette semaine, chers auditeurs, c'est trader avec des pincettes. Pourquoi? Eh bien parce que justement, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est donc pas le moment de prendre des grosses tailles, et toutes les positions qu'on va envisager ensemble, eh bien je vous recommande vraiment de prendre des toutes petites tailles parce que ça peut effectivement décaler dans un sens comme dans l'autre. Alors, au niveau de l'or, vous le voyez à l'écran, nous avons un sous-jacent qui est très proche d'un support. Regardez ce niveau à 1308. Il a été testé à plusieurs niveaux en février et puis au mois de mars, et puis on revient dessus. Alors même si effectivement on voit bien cette pression baissière qui s'exerce sur le gold, avec, vous voyez, cette dynamique de compression des prix et ces sommets qui sont baissiers, il y a quand même un niveau qui attire les acheteurs et qui se situe donc autour des 1308 $ l'once. Alors ça va être un ordre conditionnel parce que effectivement cette dynamique peut se prolonger et on peut tout à fait enfoncer le support. Donc si on paye le gold
gold, ça sera uniquement si les cours arrivent à clôturer au-dessus de ce premier petit niveau de résistance intermédiaire à 1320 $. Si effectivement nous avons une clôture dans la journée ou demain au-dessus de ce niveau, alors ça veut dire qu'il y aura des chances que les cours retournent sur cette résistance à 1332. Vous voyez, c'est un petit trade, un petit espace d'appréciation, mais c'est tout ce que les marchés en général et l'or en particulier peut nous offrir cette semaine. Donc une stratégie d'achat extrêmement prudente sur validation du marché avec franchissement de résistance à 1320. L'invalidation, elle se fait vraiment dessous les cours immédiats, c'est-à-dire sous 1308. Cette stratégie Falco, si effectivement ce scénario haussier se vérifie, eh bien nous pouvons la mettre en œuvre avec un VAR en call de code 39 AIB. Merci beaucoup Laurent. Avant que je vous présente cette call sur l'or, je vais vous lire la phrase que vous connaissez tous, que c'est les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc je vous invite, avant d'investir, d'aller sur notre site d'internet produitsdebourse.bnpparibas.fr. On a mis en place pour vous des vidéos, des brochures de formation pour vous comprendre les produits avant d'investir. Donc, je vais vous présenter maintenant le VAR en call sur l'or 39 AIB qui a un effet de levier ce matin de 18,41. Son échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice de 1350 US $, et tout ça pour 22 centimes avec l'or à 1315,18 US $. Et on continue tout de suite avec les mauvais élèves et Gérard et notre bilan de la semaine. Qui sont les mauvais? Non. D'abord. Non, on attend d'abord Godot. On va attendre Godot et d'ailleurs la Fed. On va faire comme les marchés européens, comme le soulignait Laurent, une sorte d'incertitude qui fait que on attend un peu l'arme au pied. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend d'abord quelque chose qui est à peu près sûr, c'est-à-dire la hausse d'un quart de point des taux de la Fédérale Réserve demain. En tous les cas, ça devrait nous être annoncé demain. Et au-delà de cet élément qui est acté par les marchés, on a plus d'inquiétude sur l'avenir. Combien de hausses de taux si l'activité économique américaine reste élevée? 3, 4 cette année, et puis l'année d'après, en 2019. Donc là, les marchés sont très tendus et ils espèrent que bien le nouveau J. Powell saura être suffisamment pédagogue pour expliquer aux uns et aux autres qu'il faut s'attendre effectivement à un durcissement, à une normalisation de la politique monétaire. J'ajouterais que, bien entendu, pour les marchés financiers, en attendant d'en savoir plus, on est attentiste, on le disait pour la semaine dernière, et puis je me tourne vers Laurent, on a l'impression qu'ils hésitent, de quel côté vont-ils tomber? Effectivement. Donc, de quel côté vont-ils tomber? Eh bien, écoutez, penchez. La situation est délicate, hein. Vous l'avez compris, en fait, ce que les marchés craignent, c'est un Jérôme Powell trop enthousiaste sur la vitalité de l'économie américaine, et ça signifierait donc qu'il y aurait peut-être 4 remontées au lieu de 3 remontées des taux cette année, et c'est ça en fait ce que les investisseurs craignent. Alors en attendant, c'est vrai que on va regarder ensemble le CAC 40. La semaine dernière, souvenez-vous, on avait dit qu'on attendait un repli autour de cette zone à 5320, 5310. On attendait un repli parce qu'on pensait que le marché allait rebondir dessus. Et bien le repli il a eu lieu et le rebond se fait attendre. Donc on ne sait pas trop en fait ce qui va se passer. Et je pense que d'ici les 48 prochaines heures, aucun gros opérateur n'a intérêt à prendre des positions parce que ça va la rhétorique, hein, c'est ça qu'on attend. Comme Gérard le soulignait, c'est pas tellement la remontée de demain qu'on attend, mais c'est surtout la rhétorique utilisée pour comprendre comment le board de la Fed finalement anticipe et voit l'évolution de l'économie. Et donc on a des marchés qui sont particulièrement hésitants et le CAC n'est pas épargné par cette hésitation. Alors, il a bien fallu que je fasse un choix, Falco, hein, cette semaine. Donc, il faut toujours finir par trancher. Pourtant, il y a des moments où on n'a pas envie de trancher. On a envie de rester sur les côtés. Alors, regardez, je vous ai quand même mis cette oblique baissière hein, qui part 3 fois. Regardez, attendez, je vais zoomer un petit peu. Qui part 3 fois donc à bloquer la progression des prix. La semaine dernière, donc, on a eu cette moyenne mobile à 200 périodes qui faisait office de résistance et je ne pensais pas qu'elle allait être franchie. Elle ne l'a pas été.
volatilité. On retourne sur cette zone et maintenant vraiment on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Alors comme on est malgré tout vous le voyez, dans une séquence qui est avec cette ligne de tendance baissière, eh bien on peut peut-être envisager donc la continuation de la baisse qui a commencé donc il y a 48 heures et avoir un CAC qui retourne sur cette zone à 5150. Alors, pour shorter ou pour vendre le CAC, il va quand même falloir attendre de voir si on a une clôture ce soir sous la mèche d'hier. C'est-à-dire qu'il faut grosso modo clôturer au-dessous de 5310. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette zone de support qui était, vous voyez auparavant, un gap haussier, eh bien cette zone de support continuera de fonctionner et à partir de là, ça veut dire qu'on va peut-être finalement rebondir. Alors comme je peux pas vous proposer et un put et un call, eh bien on propose un put, mais alors vraiment toute petite taille, encore une fois, sur le pouce. Voilà, petite pince, exactement. Cuillère. Et puis, on attend la clôture ce soir pour effectivement voir si ça part effectivement à la baisse. Si c'est le cas, alors on ira sans doute retester cette zone entre 5150 5200. Si en revanche, on voit que ça tient, alors il pourrait y avoir un rebond. Et puis, pourquoi pas un rebond, puis par derrière, ça rebaissera. Bon, vous l'avez compris, il y a en fait un rapport de force entre vendeurs et acheteurs qui est à peu près à l'équilibre. Donc, pas de conviction forte cette semaine. Cette stratégie vendeuse, donc avec une petite taille, eh bien, si on décide de la mettre en œuvre avec justement une clôture négative ce soir, on prendra donc un turbo put et son code c'est le 67 FMB. Merci beaucoup Laurent. Donc Laurent choisit un turbo put sur le CAC 40 67 FMB qui en effet levé de ce matin de 34,84 sans échéance de 15 juin 2018. Son prix d'exercice aussi la barrière désactivante à 5325 points, tout ça pour 1,86 € de prix de vente et un CAC 40 à 5227,30 points. Et maintenant finalement, les mauvais élèves. Finalement, on commence avec les mauvais élèves. Je l'avais déjà annoncé, je me trompais. Mais non, maintenant c'est... C'est ce qui s'appelle anticiper sur les marchés, oui, c'est bien, Falco. Oui, c'est gentil, merci Gérard. Je t'en prie. Sauvé comme ça. Hein. Dans les mauvais élèves, je citerai Iliad, qui vit une véritable odyssée. La guerre de Troie est déjà déclarée. Ils étaient 4 à se battre, entre Free, qui était le 4e, Orange, Bouygues et bien sûr Numéricable devenu Altis. On a... des guerres, des batailles qui ont été gagnées par Free. Et les premières batailles, entre autres, la Freebox qui était révolutionnaire, a été gagnée et a imposé Free comme grand acteur. Aujourd'hui, les investisseurs, les analystes ont un peu l'impression que le titre est un peu cher et ils lui ont fait payer. C'est une des plus fortes baisses de la semaine dernière. Et on peut simplement dire que les prochaines aventures de ce groupe qui devrait essayer de se développer en Italie ne convainc pas les investisseurs qui ont tendance à rester à l'écart du titre cher. Je signerai simplement une enquête sur Kering, sur des histoires d'optimisation fiscale, et puis on reviendra sur Veolia un peu plus tard, dans quelques mauvais élèves, plus nombreux que les bons élèves pour cette semaine. Merci beaucoup Gérard pour tout ça. Donc on va continuer tout de suite avec notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Gérard, quels sont les tops et les flops cette semaine? On commence avec les tops évidemment. Quelques petits tops tout de même, à la fois avec Vallourec qui pourrait bénéficier donc de cet extraordinaire modèle de protection aux États-Unis qui renchérirait si jamais les Américains adoptent des barrières douanières à l'entrée pour l'importation de produits chinois, qui renchérirait donc le prix des tuyaux chinois. Comme Vallourec a des unités de production aux États-Unis, c'est tout bénéfice pour lui. Et puis le offshore américain se porte mieux, donc tout va mieux pour ce groupe-là. SES, on a appris, en tous les cas l'année dernière, on a beaucoup parlé, tous les fabricants de satellites souffrent absolument en ce moment, et non seulement ils souffrent, mais ils prennent des mesures, heureusement, pour essayer de se sortir de leurs difficultés. SES a réduit de manière importante son dividende, sa direction générale a changé, on espère un rebond et une amélioration des perspectives du groupe. Ruby est un groupe fort intéressant, mal connu, à la fois un spécialiste du stockage et aussi en même temps un distributeur de produits liés à l'énergie. Il a des positions importantes donc aux Caraïbes, en Afrique,
fabrique en Europe. Et parmi les produits qu'ils distribuent, qu'ils vendent, il y a bien entendu les carburants, toute une série de choses de ce type-là, y compris le GPL. Et c'est un groupe qui est spécialisé et connu pour les niches dans lesquelles il s'est installé et dans lesquelles il est très rentable. Ses résultats ont été très bons et le marché l'adore. Eramet, eh bien, encore un autre objet d'enthousiasme de la part du marché qui continue effectivement d'apprécier les projets de développement sur le lithium, par exemple, d'Eramet et ses excellents résultats. Puis on rappellera que c'est une des seules manières en bourse en France de jouer le secteur minier. Et puis il y a Lagardère qui présente un bilan en demi-teinte avec une volonté de changer et de se réorienter vers ce qui marche, c'est-à-dire les points relais, les points H, tout ce qui de près ou de loin cible le consommateur qui voyage dans les aéroports et dans les gares. Encore que dans les gares, dans les prochaines journées, il risque d'y avoir un peu moins de monde. Voilà pour les tops. Merci beaucoup Gérard. Donc Laurent a retenu Ruby en fait de tous ces tops, non? Oui, c'est un véritable diamant ce Ruby. Ah, bon, ça on va regarder avec surtout Laurent. Voilà, alors... Est-ce que c'est après l'analyse technique, Ruby reste en Ruby ou pas? Oui, absolument. Il y a eu un beau breakout haussier cette semaine. Regardez, je zoome pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait effectivement ce trading range latéral, c'est-à-dire cette tendance plate à l'intérieur, ce range à l'intérieur duquel donc les prix oscillaient. Et puis il y a eu donc en fin de semaine dernière un gap haussier qui a propulsé les cours en dehors de cette zone de consolidation latérale. Alors Ruby, c'est un titre qui est très fort, année 2017 exceptionnelle, mais même avant, c'est un titre qui est, comme Gérard le soulignait, très méconnu et injustement méconnu même. Injustement méconnu, mais en tout cas très recherché par ceux qui se sont un petit peu penchés sur le dossier et sur le secteur, puisqu'on voit que le parcours est tout à fait exceptionnel. Alors on peut peut-être tabler sur la reprise de ce trend haussier avec ce breakout qui a donc été bel et bien validé la semaine dernière. Alors attention, parce que en termes de timing, on est un petit peu loin du prix optimal pour rentrer. S'il y avait effectivement un pullback et un retour dans cette zone autour de 60 €, bien ça serait le prix idéal, le moment idéal pour revenir sur Ruby si vous en avez déjà, et pourquoi pas si vous n'en avez pas, pour accompagner cette tendance, je vous l'ai souligné, qui vient de faire donc un nouveau sommet historique, donc payé autour de 60 € peut être une bonne idée. Le stop d'invalidation, on le place sous 58 €, c'est-à-dire sous la mèche qui précède l'ouverture du gap haussier. Et donc, si on a un pullback sur cette zone, eh bien, il y a une opportunité d'ouvrir une position avec un turbo call infini Falco, et celui-ci a pour code le 54 DGB. Merci beaucoup Laurent. Donc sur Ruby, un turbo call infini avec le code 54 DGB. Celui-là, il a un effet de levier de 6,67 ce matin, un niveau de financement de 52,7811, une barrière désactivante de 54,63 et son prix de vente 93 centimes pour Ruby à 61,80 €. Et on continue les top et le flop avec les flops. Et Gérard, quels sont les flops cette semaine? Les flops sont nombreux et spectaculaires. J'ai évoqué Iliad, passons à Virbac, la santé animale. Ouais. Lorsque le groupe annonce des difficultés au niveau des ventes aux États-Unis et puis des frais de recherche et développement plus importants, le marché, quand il est cher, sanctionne. C'est le cas ici. Elior, on se retrouve là, numéro 3, en tout cas au niveau français de la restauration collective. Avec là encore une concurrence très forte et donc une sorte de déception au niveau des résultats. Ingenico souffre dans un certain nombre de domaines, en particulier au niveau du secteur bancaire. SPI, lui, est une victime collatérale du Brexit puisque ses activités en Angleterre ont tendance à ralentir. Technicolor est toujours incompris de la part du marché qui ne s'explique pas ou ne veut pas comprendre, ne veut pas, en tous les cas, partager la stratégie qui a consisté à vendre les brevets. JC Deco, lui, est aussi une victime de ce qui se passe en Angleterre au niveau du ralentissement du marché publicitaire, mais surtout, ce sont deux dossiers parisiens chez JC Deco qui font douter le marché. Le premier, il est passé par perte
profit, pas pertes et fracas, mais presque. On est en roue libre là, puisqu'il s'agit du Vélib qui a échappé à JC Decaux. Pour les Parisiens le savent aujourd'hui, on ne sait pas qui a récupéré le marché, mais ça ne marche pas. Et puis en fait, JC Decaux vient sur 1630 panneaux publicitaires de se voir retoquer l'appel d'offres qu'il avait gagné auprès de la mairie de Paris pour un appel d'offres mal organisé d'après le Conseil d'État. Donc on a là 1% du chiffre d'affaires de JC Decaux qui est retoqué et qui est mis entre parenthèses. Ça fait s'interroger le marché sur la pérennité et en tous les cas l'efficacité cette année et l'efficience de l'entreprise. Et puis Technip, eh bien Technip, on continue à être méfiant vis-à-vis de cette entreprise. La fusion franco-américaine ne prend pas, à la fois parce que le marché là aussi ne comprend pas, et puis parce que comme beaucoup sur le système et en tous les cas au niveau de tous ceux qui travaillent dans les infrastructures et qui travaillent en amont de la recherche pétrolière, il y a toujours des doutes sur la volonté des majors donc dans le domaine du pétrole à redévelopper ou à augmenter leurs dépenses. Donc toujours un marché qui doute sur Technip, FMC, le franco-américain ou l'américano-française. Merci beaucoup Gérard pour les tops et les flops, et on va passer tout de suite à l'annonce de l'investisseur de la semaine. Qui a gagné cette semaine? C'est la grande question. Qui a gagné cette superbe mug, cette tasse? Vous le connaissez tous, un 100% marché, investisseur de la semaine. La tension monte chez nos auditeurs. Oui, moi-même je suis très stressé déjà parce que voilà, c'est Laurent qui va l'annoncer. Vous savez très bien, si vous voulez gagner cette superbe tasse, il faut juste aller sur notre site le mardi matin, choisir votre produit pour la semaine, et nous on va regarder le lundi suivant qui a gagné cette jolie tasse parce qu'il a fait avec son produit choisi la meilleure performance de la semaine. Tous les gagnants se sont inscrits sur le site. Exactement. Il faut juste laisser le code mnémonique, son nom, son adresse, et c'est tout, et vous allez recevoir ceux qui, le gagnant reçoit cette jolie tasse. Facile mais prestigieux. Oui, exactement, tout à fait d'accord. Merci Gérard. Ces mugs sont rares. Ils sont rares, oui, il y en a peu en fait. Ouais. Le gagnant est... C'est qui l'annonce en fait cette semaine? C'est Daniel. Daniel. Félicitations Daniel. Bravo. Daniel. Bravo. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait surtout, Daniel? Qui habite à Paris, qui a eu donc une approche contrarienne. Alors, contrarien, ça veut dire que nous identifions une tendance et que le pari, c'est que cette tendance est terminée et que les cours vont aller en sens inverse. Donc vous le voyez à l'écran, je vais zoomer un petit peu. On avait eu ce gap au-dessus de cette ligne de résistance sur le Nasdaq. Et puis mardi dernier, la séance a été négative puisqu'il y a eu l'apparition d'un avalement baissier, vous voyez, qui vient englober cette bougie et la quasi-totalité de la précédente. Donc ça laissait peut-être présager que le courant acheteur était mis à mal. Ça faiblissait. Pardon, exactement, ça faiblissait. Alors c'est effectivement ce qui s'est passé et vous le voyez, il y a eu un gap haussier au-dessus de la résistance et un gap baissier hier sous la résistance. C'est une figure technique qui s'appelle une île de renversement et qui signifie peut-être que les cours vont retourner sur le dernier creux, celui qui précède le dernier sommet. Alors pour le moment, l'analyse de court terme est toujours haussière. Vous voyez qu'on a toujours des creux qui sont ascendants et des sommets qui le sont également. Et on a un prix qui est venu maintenant tester cette oblique haussière et une moyenne mobile à 45 périodes. Autrement dit, on va bien voir ce qui se passe sur le Nasdaq. En tout cas, Daniel, lui, a bien fait d'acheter ce put, puisque vous le voyez, la dépréciation des prix ces 5 dernières séances a permis l'appréciation du put et une appréciation assez importante, hein, puisque le produit a donc fait 241% de progression. Donc bravo Daniel pour cette approche contrarienne et voilà, on va continuer de suivre le Nasdaq.
Félicitations à Daniel, parce qu'il a gagné cette jolie tasse. Comme disait Gérard, déjà, il pourra boire à la tasse. Il pourra boire à la tasse. Oui, exactement. Il y a certaines qui le stockent déjà chez eux, parce qu'il y en a combien qui ont gagné 3 déjà? Très peu finalement. Oui, on a deux participants, Falco. Oui. Un monsieur... J'étais cette semaine en contact avec Damien, qui m'a dit, oui, il a une tasse chez lui. C'était celui qui a fait 400%, tu sais. Oui, tout à fait. C'était excellent. Donc, on a 2 participants qui ont gagné 2 ou 3 fois déjà. Oui, exactement. Voilà. Je suis toujours en train de réfléchir à ce qu'on va donner comme petit cadeau en tasse en or, je ne sais pas encore. Mais, quand on gagne pour la 3e fois. Non, ou pour la 4e d'ailleurs. Je ne sais pas, mais il faut réfléchir en fait. Donc si vous avez des idées, faites part de ces idées, faites-moi un email. Voilà, cette jolie tasse, elle est pour cette semaine, Daniel. Donc on va passer tout de suite à notre prochaine rubrique qui s'appelle comment? Le focus. Voilà, le focus. Alors, Gérard, on va parler de quoi dans le focus cette semaine? D'abord des taux 10 ans aux États-Unis qui sont tendus, c'est la réponse de la bergère au berger plutôt, puisque les investisseurs étrangers qui sont les principaux détenteurs des obligations d'État américaines, devant maintenant très prochainement en tous les cas, devant la Fédérale Réserve qui a arrêté d'en acheter, de ces obligations d'État américaines, les investisseurs étrangers, ils pourraient ne plus en acheter beaucoup, en tout cas se montrer plus exigeants au niveau des taux d'intérêt. Donc c'est un indicateur à surveiller dans les perspectives d'une menace de guerre commerciale, comme rétorsion. D'accord. Et sinon, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait? Alors, deuxième focus, après le choc de février, le Nasdaq était revenu ces derniers jours sur ses plus hauts, ça n'avait échappé à personne. Simplement, moi je voudrais ici, à l'image de l'affaire Facebook, expliquer que nous avons un vrai risque politique sur ces entreprises, qu'elles s'appellent Facebook, qu'elles s'appellent Google ou le côté sous le nom d'Alphabet, parce que finalement, l'essentiel de leur modèle économique, c'est de vendre de la donnée privée. Et de le vendre à des annonceurs, donc des sortes de grandes régies publicitaires. À partir du moment où la régulation s'en mêle, où elle devient plus exigeante, à partir du moment où la CNIL française, américaine ou britannique exige un meilleur contrôle, une meilleure protection des données personnelles, on sait qu'en Europe on a une réglementation qui se met en place en ce moment, eh bien il est possible qu'on frappe au portefeuille, on frappe directement le modèle économique de ces grandes GAFA, et je pense en particulier bien sûr à Google et à Facebook. Voilà, donc il y a un risque politique, d'autant plus qu'aujourd'hui l'opinion publique est prise à partie avec cette affaire de près de 50 millions de personnes aux États-Unis qui se sont fait dérober leurs données qui ont été utilisées pendant la dernière campagne présidentielle américaine. Là, je crois que ça ne restera pas sans mesure de la part des régulateurs, des États, des pouvoirs publics et une opinion publique qui pourrait se retourner contre justement ces réseaux sociaux ou ces GAFA. Merci beaucoup Gérard. Et dans ce contexte, Laurent a choisi le Nasdaq 100 à regarder, non? Oui, alors j'ai décidé de revenir un petit peu rapidement sur le Nasdaq 100 et puis si vous le voulez bien, je vais rester une seconde de plus sur le chart proposé par Gérard parce qu'on y voit très bien finalement la surperformance actuelle de l'indice technologique face à l'indice élargi S&P avec, vous le voyez, donc cette tendance qui est haussière sur le Nasdaq contrairement à celle du S&P qui a plutôt une tonalité neutre. Là, on est toujours dans une dynamique plus positive. Vous, Gérard? Ce qui historiquement ne se vérifie pas, puisque historiquement, quand on regarde les données entre le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, le Standard & Poor's 500 généralement surperforme dans les périodes de hausse, parce qu'il est dopé par les moyennes capitalisations qui le tirent de manière plus efficace que le Nasdaq. Et là, c'est peut-être plus tout à fait le cas, et on est dans un phénomène un peu particulier. Alors, on est effectivement dans un phénomène particulier parce que quand on se rappelle la capitalisation des entreprises, des principales entreprises qui constituent le Nasdaq, je parle simplement des GAFA, elles représentent 25% du S&P. Donc on a vraiment affaire à des titans et ça fragilise quelque part ce marché parce que s'il y a effectivement un retour de bâton et des investisseurs qui, pour le moment, ça ne s'est pas vérifié, mais qui sortaient de ces valeurs, alors ça pourrait engendrer un choc un petit peu systémique sur l'ensemble du marché américain parce que la disproportion n'a jamais été de cette taille. Donc un Nasdaq qui est à la fois moteur, champion, mais qui pourrait assez rapidement
en cas de volatilité, se révéler être un handicap. Un champion dans l'autre sens. Un champion dans l'autre sens. Alors, on a vu hier ce qui s'est passé avec Facebook. Pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure. Là, je vais passer sur mon chart. Vous voyez qu'on est toujours donc dans une dynamique de court terme qui est positive, avec une dynamique de moyen terme évidemment qui l'est également. Comme je disais il y a quelques instants, le Nasdaq, il a donc fait une île de renversement. Ça, c'est un signal possible de retournement de court terme. Le retournement, c'est quoi? Eh bien, c'est retourner, regardez, sur ce niveau à 6800 points. Pour le moment, cette dynamique haussière, elle est soutenue par deux éléments. Par trois éléments, pardon. Le premier, c'est une oblique, un support ascendant qui vient passer par la clôture des cours hier. Deuxièmement, on a une moyenne mobile à 45 périodes qui, elle aussi, joue le rôle de support dynamique. Et puis, on a également un RSI qui, vous le voyez, je l'ai indiqué avec ces petites flèches vertes, est sur une zone de support. Autrement dit, il est tout à fait possible que dans les 48 prochaines heures, cette dynamique positive sur le Nasdaq, eh bien, soit celle qui sera privilégiée par les investisseurs et qu'on reparte à la hausse. Maintenant, on peut mettre de l'autre côté de la balance le fait qu'on a fait cette île de renversement, c'est quand même pas anodin et par conséquent on peut également retourner sur ce niveau que j'évoquais à l'instant à 6800 points. Alors, a priori, on va bien voir comment les choses se passent parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, tout est en équilibre instable en ce moment, on pourrait tout à fait assister au retour des cours sur ce support à 6800 points et c'est peut-être le niveau que les investisseurs vont choisir pour revenir sur ce marché des technologiques et faire repartir les cours. Donc pour le moment, une stratégie sans grande conviction, je dois vous le dire, une stratégie vendeuse sur le Nasdaq avec un objectif très très proche, 6800 points. Il me semble que si on retourne sur cette zone, alors passer acheteur. Si effectivement le marché valide ce scénario avec l'apparition d'une bougie verte, passer acheteur pourrait être plus opportun que le faire tout de suite. Affaire à suivre avec encore une fois donc pas mal d'incertitudes. En tout cas, si cette dépréciation du Nasdaq devait continuer, alors c'est un warrant put qu'il faudrait acheter et son code c'est le 77 AGB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un warrant put sur le Nasdaq 100 avec le code numérique 77 AGB qui a un effet de levier ce matin de 7,87 sans échéance de 21 septembre 2018 sur un prix d'exercice à 6600 points et tout ça pour un prix de vente de 2,50 € avec le Nasdaq 100 à 6874,61 €. Et on continue dans le focus avec Gérard et on regarde Veolia, c'est ça? Oui, Veolia avec un phénomène technique de reclassement de titres dû à la sortie par le fonds souverain Qatari-Diar de sa participation dans Veolia. Alors Veolia a des résultats qui sont tout à fait corrects, simplement le reclassement de titres a toujours une influence assez négative. Il faut effectivement absorber l'arrivée de ces nouveaux titres et ça a eu une incidence sur le cours du titre, je voulais donc l'évoquer et puis peut-être me tournant vers Laurent, lui demander si c'est l'opportunité de rentrer sur le plan technique. Exactement, Laurent. Alors, c'est l'opportunité ou pas? Qu'est-ce que disent les analystes techniques? Alors, l'analyse technique, elle dit qu'il y a quand même un courant vendeur assez important depuis le début de l'année. C'est vrai. Voilà, pas Qatari-Diar qui sort. Voilà, donc on était à 22 €, un petit peu au-dessus, 28 en début d'année. Et puis vous le voyez, on a une séquence directionnelle qui est baissière avec une alternance de sommets et de creux qui sont baissiers. Et on note malgré tout une stabilisation des cours ces dernières semaines, puisque depuis le début février, on voit qu'un niveau de support a été choisi, identifié et défendu par les opérateurs, un niveau à 19 €. Alors, ces derniers jours, avec ce qui s'est passé et que Gérard nous a commenté, ouverture de gap baissier, et puis on continue de baisser en direction de ce support. Donc pour le moment, la dynamique, elle est toujours négative. On peut essayer d'être contrarien, mais pas n'importe comment. Il va déjà falloir attendre qu'une bougie verte apparaisse sur vos écrans, c'est-à-dire qu'on ait un courant vendeur qui s'estompe et des opérateurs qui valideront en fait l'élection de
ce niveau à 19 € comme un niveau de cours intéressant pour revenir sur Veolia. Donc on propose une stratégie contrarienne, on achète le titre ou le produit associé, mais on attend de voir, et ce n'est pas le cas pour le moment, on attend de voir une bougie verte se former pour effectivement anticiper un rebond technique. On parle pour le moment de rebond technique, c'est-à-dire que le target il est vraiment très court, hein. Il est à 19,66, c'est la borne, la zone basse de ce gap baissier, on ne vise guère plus haut pour le moment, et puis le stop d'invalidation il est sous 18,75, c'est-à-dire qu'on va permettre au titre de faire un dernier petit excès baissier sous les mèches précédentes, mais il faudrait vite réintégrer cette zone à 19 €, et si tout cela se passe, alors on pourra peut-être assister à un rebond. Donc vous l'avez vu, hein, c'est plein de si et plein de conditionnels cette proposition, beaucoup de discipline, hein. Il va falloir ronger son frein et attendre de voir comment les marchés vont se comporter, mais en tout cas s'il y avait du support et du soutien sur cette zone, alors il y aurait peut-être un rebond dont nous pourrions tenter de profiter. Voilà, c'était donc une petite analyse de Veolia, analyse contrarienne, et donc on propose un turbo infini best call, vous l'avez compris, son code Falco c'est le VD37B. Une petite pince. Absolument, toute petite. Toute petite pince. Donc merci beaucoup Laurent. Donc sur Veolia Environnement, un turbo infini best call VD37B qui a un effet de levier de 19,12 et son prix d'exercice et aussi sa valeur désactivante à 18,4839. Tout ça pour 9 centimes ce matin pour Veolia à 19,01 €. Et on passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle à ne pas manquer. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine? Godot, c'est-à-dire la Fed mercredi avec sa conférence de presse, mais aussi la décision de la Banque d'Angleterre qui se réunit cette semaine, mais aussi le G20, c'est déjà passé, qui a évoqué la taxation des GAFA, sujet déjà évoqué. Puis en matière de statistiques, aux États-Unis, les ventes de logements anciens, on va voir si la hausse des taux pèse sur le crédit immobilier, c'est pas certain. Et puis en zone euro, on vérifiera le moral de nos cousins germains allemands pour savoir si l'IFO, les ZW sont toujours au top ou s'ils ont un petit peu baissé. Et enfin, pour soigner les maux de tête de ceux qui ont regardé Bad Banks pendant toute la nuit ou qui ont des difficultés avec les marchés et avec une attitude très normande, peut-être ben oui, peut-être ben que non, ça va monter ou ça va baisser, se soigner avec l'Assemblée Générale de Sanofi. Merci beaucoup Gérard. Et voilà, c'était déjà presque tous pour notre émission. Et je veux vous juste annoncer en fait ou rappeler que 100% marché, vous pouvez regarder aussi en replay en fait. Cet après-midi, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous mettez dans le petit champ de recherche BNP Paribas Produits Bourse et vous pouvez trouver l'émission d'aujourd'hui vers 15h, 15h30. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi vous connecter à YouTube et s'abonner à notre chaîne. Comme ça, vous êtes avertis dès qu'on met des nouveaux contenus sur notre chaîne et vous pouvez regarder tout de suite en premier ce qui se passe dans les marchés et sur nos produits. Voilà, il me reste maintenant que à vous donner les rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce sont lesquels, évidemment, mardi prochain, 27 mars à midi, on trouve notre prochaine émission 100% marché avec tous nos invités dans le studio ici. Et jeudi soir, 22 mars, 18h, le fameux webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi, président de la FAT, aussi chez BNP Paribas à 18h ce jeudi. Bon, merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Falco, merci à tous de nous avoir rejoints. Voilà, exactement, et aussi Laurent pour toutes ces analyses techniques. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt, au revoir.